Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire professionnel Quoi neuf dans l'édition. Cette année, avec l'intitulé Quoi neuf dans l'édition, 48 ans ont été pensés comme des boussoles pour se repérer dans l'offre éditoriale de jeunesse. Plusieurs axes sont ainsi à l'honneur: lancement de collections label série, mise en avant d'auteurs, autrices émergents de nouveaux talents, maison d'édition à découvrir, avant-première de collection à venir en 2026. Vous pouvez retrouver ce webinaire en replay dès sa fin de diffusion live sur la plateforme Wisembly. Ces webinaires se déroulent dans le cadre de la 41e édition du Salon du Livre et de la Pré-Jeunesse, qui se déroulera au Paris Montreuil Expo du mercredi 26 novembre au lundi 1er décembre et accueillera plus de 400 exposants autour de la thématique de l'art et de l'autre, explorant la question d'empathie. Pour ce webinaire-là en particulier, on se retrouve avec Bambou Poche, qui sont des BD adaptés en format poche. Et je vous laisse avec la maison d'édition. Tous et à toutes, et merci d'être présents pour ce webinaire autour de la collection poche de Bambou Édition. Je suis avec François Vauderzac qui va se présenter tout seul. Bonjour, je suis donc François Vauderzac, je suis assistant d'édition chez Bambou Humour, éditeur sur la collection Poche dont on va parler, et puis auteur aussi d'une série BD qui s'appelle Les Insectes en BD. Donc on va parler pendant cette demi-heure du format Poche qui existe chez Bambou depuis une quinzaine d'années. C'est ça. Elle est née de la volonté d'un auteur à la base, oui. Christophe Cazeneuve. Donc la création originelle a toujours été existante, mais de manière un peu irrégulière. Et par contre, on a beaucoup travaillé en parallèle une collection d'adaptations, notamment des dessins animés Sisters. Oui. Du coup, on va revenir un peu sur la genèse de ce format. Quelle a été la volonté? Pourquoi aller vers le format page alors qu'on est quand même une maison d'édition plus de bande dessinée? Eh bien, tout simplement, en fait, en 2010, Christophe Cazeneuve est venu avec une envie de développer un peu plus l'univers des Sisters. Les Sisters avaient 2-3 ans, hein, c'était au tout début de la BD. On était au tome 3, je crois, et il avait envie de développer une histoire un peu plus longue, donc différente du gag. Et puis, on s'est dit qu'en fait, le format roman jeunesse était une bonne idée. Et on l'a lancé là-dessus en lui donnant le challenge d'écrire un roman. Il avait jamais écrit de roman et finalement il s'en est sorti haut la main. On a travaillé un petit peu le texte, la façon dont on écrivait pour la jeunesse. Et puis on a fait ce premier tome des Sisters qui était exposé grandeur nature, qui a très bien marché et qui était vite suivi par d'autres romans qui sont issus de nos collections BD et dont les auteurs voulaient s'essayer au roman. Donc on a eu Caroline Desbecca qui a fait un roman Studio Danse, et qui a aussi écrit un roman Le Pic du Grand Môle pour les rugbymen, donc les petits rugbymen. Et puis on a développé ensuite un petit peu plus la collection avec d'autres licences, donc Triple Galop par exemple, qui a été écrit par Christine Frassetto, qui est une autrice jeunesse. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire intervenir d'autres auteurs, d'autres licences. On a, par exemple, fait une adaptation pour les jeunes, pour les plus grands, on va dire, à partir de 10-12 ans, sur les Godillots, avec Olière au texte et puis Marco au dessin. On a fait quelques tomes pour les footmaniaques aussi, écrits par Christophe Cazeneuve. Donc voilà, on avait bien diversifié. Donc ça, c'était entre 2010 et ça a duré à peu près 5 ans. On a fait vivre cette collection qui marchait bien, mais qui s'est un petit peu endormie jusqu'à l'arrivée des Sisters TV. Et alors, avant l'arrivée des Sisters TV, est-ce que du coup, donc il y avait Christophe Cazeneuve qui avait cette volonté de faire du roman, ouais. Il l'a toujours, puisque là, on a sorti plusieurs romans sur la mythologie, Mérité Wati, accompagné de Amandine Marshall. Mais est-ce que ces auteurs, les autres auteurs comme Caroline Desbecca, c'est vous qui êtes allés les chercher pour leur proposer le format poche? Ou est-ce que c'était eux qui avaient cette envie déjà endormie
Alors, en tant qu'auteur, ils ont toujours cette envie de raconter des histoires. Ça change pas évidemment. Ce qui les a intéressés quand on leur a proposé, c'était ce format long, et surtout de développer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas développer en BD, si ce n'est en un tome complet. Quand on fait de la BD de gag, c'est plus compliqué d'avoir une histoire complète. Ça bouscule un peu le lecteur, donc on préférait garder le côté gag ou petite histoire de 5-6 pages pour la BD, et puis éventuellement de développer une grande histoire à chaque fois pour avoir une autre facette de la série. Et donc oui, en fait, ils hésitent pas très longtemps, ils se demandent toujours s'ils vont en être capables, mais entre raconter une histoire et la découper en gag ou en faire une version longue, l'exercice est juste un petit peu différent, mais ça reste raconter une histoire. Bon, on va revenir un peu sur la partie structure. Tout à fait. Là, tout à l'heure, tu avais amorcé l'adaptation des Sisters. Oui. Donc, du coup, pour les Sisters, je pense que pas besoin d'en parler, tout le monde connaît. Tout le monde connaît, oui. Et donc, du coup, la série télé existe sur Netflix et sur Gulli. Oui. Comment est née l'idée de les adapter en roman, tout simplement? Enfin, en poche. Ouais, c'est tout simple en fait. La première série s'est faite en 2017. On s'est retrouvé en fait avec un énorme vivier d'épisodes, c'est-à-dire que la première saison fait 52 épisodes, 52 épisodes de 11 minutes. Avec à chaque fois un scénario différent. En parlant avec Olivier Sulpice, donc le patron de chez Bambou, on s'est dit qu'il y avait possibilité de relancer et de redonner un petit coup de fouet à cette collection poche en déclinant les épisodes en roman. La question à l'époque, c'était est-ce qu'on prend plusieurs épisodes et puis on les compile, ou est-ce qu'on prend un épisode et puis on le développe de façon à ce que ça tienne dans un roman de 96 pages avec des illustrations issues de la série. Donc au départ, c'est moi qui m'en suis occupé. Donc j'ai écrit les 23 premiers tomes, histoire de donner aussi un style. Tout le jeu de cet exercice-là, c'était de raccrocher la série TV, donc avec son rythme, ses dialogues et ses nouveaux personnages, avec l'existant, donc c'est-à-dire la BD, qui en 2017 avait pratiquement 10 ans, donc avec pas mal de tomes, beaucoup de succès, et donc pour que les lecteurs soient pas perdus entre la BD, les romans, la série, il fallait faire un petit peu la jonction de tout ça. Donc j'ai écrit cette partie-là, et puis ensuite j'ai passé le flambeau à Florane Poineau, qui les écrit depuis le tome 24 ou 23. Elle en est au tome 96, elle a écrit le tome 97, donc ça... Voilà, c'est une série qui fonctionne bien. Donc, il y a 100 tomes qui sont disponibles. Ouais. Et puis là, il y a la saison 4 qui arrive déjà sur Gulli. Donc, à mon avis, on aura d'autres tomes qui vont suivre. Oui, parce que nous, en adaptation, on vient de terminer la saison 2. Donc, on n'adapte pas tous les... D'accord. Tous les titres sont pas adaptables. On s'est rendu compte, en fait, sur certains épisodes de la série TV, quand il y a énormément de poursuites, quand il y a énormément d'action, en fait, ça marche pas très bien en roman, l'adaptation est un peu bancale. Donc on se concentre sur des épisodes où il y a un petit peu plus de décor, où il y a un petit peu plus d'interaction. Quand il y a que du dialogue, finalement ça tourne en rond et faut trop rajouter, faut trop délayer, c'est pas intéressant pour le lecteur. Et pas pour l'auteur non plus. L'adaptation des dessins animés en poche, c'est un succès. C'est un très gros succès. 2 millions, il me semble, d'exemplaires vendus. Donc il y a un public. Oui. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On revient sur la structure des deux, parce que là, du coup, il y a 2 formats dans le poche. Il y a le format adaptation et le format création. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire en tant qu'éditeur? Alors, en tant qu'éditeur, il n'y a pas... c'est deux types de romans différents, mais qui se ressemblent quand même au niveau de l'écriture. On essaye d'avoir la même écriture, que ce soit sur les romans de création ou sur les romans d'adaptation. C'est pas des adaptations au rabais, c'est-à-dire c'est pas juste on prend le scénario et puis on rajoute des phrases. Ça, c'est vraiment une réécriture complète. On garde les dialogues, mais on essaye d'avoir quelque chose d'un peu costaud tout autour. Et la création, on est sur quelque chose là qui relève plus
du travail de l'auteur propre, avec des obligations de format, donc de nombre de signes, de rythme dans les chapitres, de façon à ce qu'on ait des chapitres avec assez d'aventure, avec assez d'action, avec assez de dialogue, pas avec des grosses masses de texte pour que les plus jeunes puissent lire tout seuls. Quand ils sont en lecture fluide, ça va les aider. S'il y a des masses de texte sur 3 pages sans dialogue, ils vont vite se décourager. Voilà, on a beaucoup d'illustrations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a, en fait, qui fait l'ADN de la collection Poche. Donc on ne change pas de l'un à l'autre. Dans l'adaptation de la série TV, le plus important, c'est de coller à l'épisode, parce qu'évidemment, les jeunes lecteurs, jeunes lectrices qui vont acheter le bouquin, ils veulent retrouver ce qu'ils ont vu. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui lisent la BD et qui vont dire, tiens, il y a un roman Sister, je vais le lire, il faut qu'ils retrouvent l'univers des BD. Donc, on va réintégrer quelques dialogues, on va remettre un petit peu de background sur ce que vivent les Sisters dans la BD, le déménagement, les choses comme ça. Donc en fait, on a plein de petits clins d'œil sur les noms des doudous, par exemple. Dans la série, ils sont rarement nommés, ils sont là, mais on a par exemple dans le doudou des Sisters, on avait quelques noms de doudous qu'on réintègre dans les romans. Voilà, donc on a tout ce travail-là qui est un travail plutôt de compilation d'idées, alors que sur la création, on donne en fait, alors je donne souvent carte blanche à l'auteur. Faut qu'on soit dans la lignée de la BD, c'est-à-dire qu'on parte pas à son lieu de ce que les lecteurs connaissent, mais faut qu'on ait quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire si c'est pour faire de l'adaptation de la BD, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est un objet éditorial différent, donc on veut avoir une histoire différente. Dans les adaptations des Sisters, du coup, les auteurs n'interviennent pas, ou ils ont un droit de regard un peu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Florane Poineau, oui, puis toi, travaillez chez Bambou Édition. Tout à fait, oui. Vous connaissez bien les auteurs, donc vous connaissez l'univers aussi, la série. Donc c'est pas quelqu'un d'extérieur qui ne connaissait pas la série qui les adapte. On pourrait pas, de toute façon. Mais est-ce que Christophe et William interviennent un petit peu ou pas? Alors, ils relisent tout, de même que les auteurs des épisodes, parce qu'il y a des scénaristes des épisodes, donc qui sont crédités au roman et sont auteurs de l'histoire originale. Tous ces gens-là sont dans la boucle finale de validation. Si quelque chose les chagrine ou s'il y a quelque chose qui va pas, alors maintenant au bout de 96 tomes, on est rompu à l'exercice et 100 tomes. Ouais, on peut y aller sur le 100. Ouais. Il y a quasiment plus de problèmes sur les premiers. Il a fallu se caler quand même. C'est pour ça que j'avais décidé de les écrire pour être sûr d'avoir tous les codes. D'accord. Et que tout le monde s'y retrouve, qu'on n'ait pas une déstabilisation entre l'épisode et puis ce qu'on rajoute, et que tout le monde puisse avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'ils connaissent. Donc d'un côté la série TV et de l'autre côté la BD. Alors, ce qui est facile un peu dans l'adaptation, c'est qu'il y a déjà un ton existant, on va le reproduire. Oui. Dans la création, on passe quand même d'un format BD avec images et texte à un format qui n'est que texte. Du coup, un auteur de BD comme Sty, par exemple, qui travaille sur les profs, lui, il disait dans une dernière interview que il pensait son gag, il l'imaginait avec comme si c'était un film déjà, donc il y avait déjà de l'image et du texte. Comment on fait, parce que c'est les auteurs des BD qui les adaptent en roman. Oui. Est-ce que c'est dur pour eux comment ils retraduisent les gags et les émotions, vu que souvent l'image les aide, enfin le dessin les aide? C'est l'exercice le plus compliqué du passage de la BD au roman, parce que si on fait une transcription d'un gag, alors même si il n'est pas existant, il est dans la tête de l'auteur, si l'auteur qui a l'habitude de travailler du gag passe en texte son gag, ça ne fonctionne pas. Un gag décrit, ça ne fonctionne pas. Donc il faut trouver autre chose. C'est-à-dire que l'humour ne vient pas forcément des gags visuels. Il va falloir amener une ambiance humoristique, il va falloir jouer avec les dialogues, il va falloir surtout jouer avec la personnalité des personnages. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple de Sty avec les profs,
Il vient d'écrire son premier roman prof. Les premiers essais, en fait, il y avait trop de gags visuels qui tombaient à plat, en fait, parce que ou alors il aurait fallu que Simon, qui assure les illustrations du roman, prenne 2 pages pour pouvoir décomposer, parce que ça ne fonctionnait pas. Donc on a retravaillé ce côté un petit peu trop visuel, trop rapide dans la narration, pour pouvoir amener le rire ou le sourire ou la bonne humeur à la fin du paragraphe. Donc c'est un exercice littéraire, hein, donc ça s'apprend. Alors on a la chance d'avoir des auteurs, que ce soit Stieg, que ce soit Christophe évidemment, Florane, qui sont rompus à l'exercice de l'écriture et qui prennent ça en fait avec facilité, et puis qui travaillent et puis qui arrivent à sortir une scène qui est drôle et qui tout en étant différente de la BD, il fait penser et donne en fait une action, une aventure qui est intéressante. On va arriver à 2026. Oui. Et là, effectivement, tout l'objet de ce podcast, de ce webinaire, c'est aussi que, comme on avait un petit peu exposé au début, là, la collection existe depuis 15 ans. Les créations, on les avait fait de manière un peu irrégulière, un peu laissées de côté depuis quelques temps. Et il y a l'adaptation qui arrive des Sisters. Là, on arrive en 2026 et il y a plein de poches qui sont prévues. Donc, il y a une arrivée, on veut réintégrer la création originale de poches. Pourquoi d'un coup ? Alors, on décide de le faire. On n'avait pas laissé tomber la... Non, mais on les fait. Ouais, en fait, on les exploitait toujours. On a même fait des rééditions dans le nouveau format, parce que en 2010, on les avait sortis en intégra, en reliure intégra, donc ce qui se faisait bien à l'époque, ce qui est tombé un peu dans l'oubli maintenant. Donc on a réexploité quasiment la totalité de la collection. Certains ne sont pas ressortis, mais la plupart... Et puis on s'est penché, vu le succès des Sisters TV, on s'est penché sur les ventes de la créa, et on s'est rendu compte qu'en fait, ça fonctionnait bien. Pas du niveau des Sisters, évidemment, mais ça fonctionnait bien. Il y a des réimpressions régulières. Donc, on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de relancer cette partie création, en l'appuyant à chaque fois sur une sortie d'un tome BD, pour que le lecteur puisse avoir le choix entre les deux, acheter les deux, avoir deux objets littéraires différents. Donc, on a réembrayé ça cette année pour des sorties en 2026. Donc, on va repartir sur des séries bien connues des lecteurs. Donc, les petits mythos, les profs, les jeunes sapeurs-pompiers en fin d'année, et éventuellement un dino. On avait tous ces tomes-là avaient déjà eu droit à une adaptation il y a 15 ans. Et puis on lance 2 nouveautés, donc qui est une adaptation de Camomille et les chevaux, et puis un roman original sur les insectes. Pourquoi avoir choisi ces 2 séries ? En tout cas, comment on choisit les séries qu'on va adapter ? Est-ce que c'est les auteurs qui ont envie ? Est-ce que c'est les éditeurs ? Est-ce que c'est un travail Alors évidemment, il faut que les 2 soient OK. Évidemment. Mais c'est surtout, en fait, c'est comment... est-ce que l'univers qui est développé est assez puissant pour donner lieu à une déclinaison en roman avec un autre type d'histoire ? C'est-à-dire si on a une série qui vit très bien en album, des albums en histoire longue, il n'y a pas d'un grand intérêt d'aller la décliner, si ce n'est de faire une adaptation de ce qui existe déjà. Donc là, c'était, comme je le disais avant, c'est vraiment de donner une autre impulsion, d'avoir une autre vision de la BD. En concret, par exemple, les insectes, qu'est-ce que tu... En plus, tu es tu en es l'auteur. Tu es passionné de cet univers-là. Qu'est-ce qui t'a éclaté à retranscrire en roman ? Qu'est-ce que ça apporte le poche par rapport Alors, la BD qu'on fait avec Christophe Cazeneuve au scénario, on est 2 à être en co-scénario, et puis Cosby au dessin. C'est une BD à prendre en s'amusant, donc qui est très basée sur les faits scientifiques. Une page, un gag, un fait scientifique dont on s'amuse avec.
Mais le roman, ça m'a permis, moi, d'aller faire une grande aventure, de laisser tomber un petit peu ce côté scientifique. On l'a toujours, on a toujours des petites infos par-ci, par-là, mais de faire vivre les insectes au-delà d'une planche de BD, de leur donner un caractère qu'on n'a pas le temps de leur donner sur un seul gag. On a toujours la mouche qui est un petit peu grognon, qui est un petit peu irascible, mais j'avais envie de développer un petit peu ça, puis de les confronter à des dangers un peu plus longs. Par exemple, là, ils vont traverser une route. Oui, on spoil. Mais c'est le début. Donc ça. Ils vont devoir, une petite équipée d'insectes va devoir traverser une route avec tous les dangers qui vont se présenter. En gag, sur une page de gag, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne sera pas assez drôle. Là, on arrive à faire plein d'actions, plein d'aventures. De la même façon, Camomille. J'allais y arriver sûr. Ouais, Camomille, en fait, on s'est rendu compte que les jeunes lectrices, elles connaissent par cœur la BD, elles connaissent le centre équestre des Quatre Fers, elles connaissent tous les personnages, et elles avaient envie de voir un petit peu ce qui se passe entre les planches, quoi, en fait, entre les... Dans les écuries, en fait, oui, ou le monde équestre. Dans les paddocks, enfin, quand il y a tous ces petits exercices, on les voit un petit peu dans la BD, mais voilà, ils en voulaient plus. Et donc Lily Mésange, qui est la scénariste, enfin le scénariste d'origine. C'est un pseudonyme. Un pseudonyme, oui. Le scénariste d'origine avait pas envie d'écrire au long. Le format lui convenait pas forcément. Il avait une idée. Et donc Florane, qui est là pour le coup rompu à l'exercice, et puis on est sur un lectorat qui est un peu sensiblement le même que sur les Sisters. Et donc elle adore la série, elle adore les scénarios, et elle est fan de Stefano, le dessinateur, donc elle était enchantée de pouvoir développer cette histoire où Pompon, le petit poney, c'est le jour du bain de tous les chevaux, enfin de la douche des chevaux, et lui il déteste ça, il a disparu, faut le retrouver, et donc ça permet à Camomille et à Anaïs, sa petite sœur, de traverser, de faire tous les environs du centre équestre pour le retrouver, avec évidemment plein d'aventures. C'est une sorte de petit cozy novel, donc un petit peu le mystère. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, en fait, ces romans, enfin ces poches, ils sont là pour accompagner, ils sont là pour enrichir et développent un univers qu'on ne peut pas se permettre en la bande dessinée. C'est exactement ça. C'est donner plus à lire, avec la volonté en fait de pas avoir quelque chose qui est juste de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on va pas bâcler le boulot. On travaille énormément sur le texte. On fait beaucoup de réécriture. On fait des illustrations originales, donc dans nos romans, il n'y a aucune reprise de la BD. On demande aux auteurs de refaire des dessins. Voilà, donc on n'est pas sur de l'exploitation de la BD pour en faire du roman. C'est vraiment deux objets littéraires différents, avec la seule volonté de donner plus d'envie aux jeunes lecteurs de découvrir l'univers. Du coup, il y a un petit mytho qui sort aussi, un prof. Est-ce que tu veux raconter un peu rapidement l'histoire des deux? Oui, bien sûr. Donc, Bastille a écrit un roman que Simon Liturgie, donc le dessinateur des profs, va illustrer. Donc là, l'histoire, c'est assez simple. C'est Boulard, on le connaît, c'est le plus grand cancre de l'univers. Et un jour, il arrive au lycée et il est devenu le plus grand génie du siècle. Voilà. Sauf que Boulard, il sait pas du tout gérer ça. C'est pas du tout son truc. Et donc ça va un peu être le foutoir dans le lycée, d'autant que aucun des profs pense qu'il est capable de répondre juste à une interro. Donc ils se demandent tous d'où vient ce génie. Ouais. Alors ils suspectent une grosse tricherie quand même. Voilà, et il y aura un deuxième roman prof qui sera écrit et dessiné par l'équipe originale des profs, donc Pika et Eroc, qui arrivera donc à la fin de l'année, où là c'est Eroc a voulu faire un petit exercice sympathique, c'est il y a un nouveau prof qui arrive, et ce prof il est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il est tellement bon qu'il est capable d'assurer les cours de tout le monde, de corriger toutes les copies, il remplace les profs quand ils sont pas au top, il va même les pousser vers la sortie parce qu'il est vraiment exceptionnel. Donc il y a quand même un truc louche. Ouais.
Voilà. Et donc Petit Mytho, donc le premier. Qui est scénarisé par Christophe. Ah oui, parce que du Christophe. coup, Christophe ne lâche pas les petits mythos. Il adore cette série. Larbier qui les dessine aussi sont à fond sur le roman. Donc le prochain, c'est L'Excité d'or. Et en fait, c'est Christophe voulait un roman où on retrouve énormément de personnages des petits mythos, qui est énormément d'action. Donc il est parti du principe que Midas qui est le demi-dieu qui touche, tout ce qui touche se transforme en or. Et ben il était kidnappé. Par qui? Pourquoi? Alors évidemment, c'est un petit livre d'enquête qui va vite aller sur une grande aventure pour retrouver Midas avec l'aide de tous les petits mythos qu'on connaît et qu'on adore. Et donc il y en aura aussi un à la fin de l'année, donc à la sortie du prochain tome 17 des petits mythos, où là, pas de peau, Totor et ses potes réveillent un titan. Donc là, ils n'ont pas le choix, il va falloir faire appel à Zeus, Poséidon, qui en général se mettent rapidement en colère. Donc ça va être un gros roman d'action et de colère divine. j'ai l'impression quand t'en parles qu'il y a un vrai plaisir de la part des auteurs, en tout cas. Il y a comme s'il y avait une forme de liberté aussi. Le format BD est quand même assez figé. Oui, bien Donc sûr. là, on arrive sur un format où on peut un peu plus se lâcher, quoi. Bien sûr, puis ça permet aussi aux auteurs de créer des scènes qui pourraient peut-être pas faire en BD. Je sais pas, moi je prends l'exemple si Christophe explique qu'il y a 200 titans qui se battent au milieu des enfers, en BD ça risque d'être difficile à mettre en scène. Et puis là il le décrit et puis Philippe aura juste quelques dessins à rajouter pour donner l'ambiance. On n'est pas obligé de dessiner les 200 titans. Voilà, donc c'est voilà, je voulais dire aussi qu'il y a un nouveau roman Triple Galop qui va arriver. Donc, ça sera le 6e, écrit par Christine Frassetto et dessiné par Dupelou, où Christine s'est amusée à mettre les chevaux en danger. Donc, dans le club, il y a une tempête de neige qui bloque les chevaux, qui les empêche de sortir, et qui empêche les humains de venir leur donner à manger, avec des petits poulains qui viennent de naître et qui sont eux en danger de mort, hein, parce que si personne vient s'en occuper, là, il y a plus d'électricité, il y a plus, donc voilà. Donc c'est une question de survie. C'est une question de survie, ça s'appelle Escape Game Givré. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'avais 3 dernières questions. Ah on va aller vite. Le lectorat. Pour toi, le lectorat des poches, est-ce que c'est le même lectorat que les BD? Est-ce que c'est un lectorat un peu plus jeune, Alors, c'est un lectorat qui commence à partir de 7-8 ans sur les romans. C'est-à-dire que il faut que les lecteurs soient capables de lire de façon fluide. Évidemment, ça n'empêche pas que les parents peuvent le lire. Hein. C'est pas, voilà, on est sur des formats qui sont assez courts, avec des très fortement chapitrés, donc il n'y a pas de problème. Et oui, de 7-8 ans jusqu'à 13, 14, 15 ans, si on aime la série, il n'y a pas de raison. Et puis c'est des lectorats qui se retrouvent, c'est-à-dire que celui qui adore les petits mythos, il va être très content de lire une nouvelle aventure inédite. On ne peut pas passer à côté de la question du prix. C'est-à-dire que la bande dessinée reste quand même très accessible. Bien sûr, oui. La bande dessinée humour en tout cas, le poche est un peu moins cher. Est-ce que ça a conditionné le fait de développer cette collection ou pas du tout? Alors en fait, on est dans des collections qu'on connaît en grande surface ou en grande surface culturelle ou en librairie façon bibliothèque rose ou bibliothèque verte, avec de l'exploitation de licences. Donc c'est des romans qui se veulent volontairement pas cher, donc on est aux alentours de 6 €, hein, donc c'est vraiment et c'est un bon moyen de c'est une sorte de marchepied pour aller vers la BD si on n'a pas les moyens d'acheter une BD tout de suite, quoi. Mais c'est complémentaire. C'est complémentaire, oui, évidemment. Il y a pas de choix à faire, quoi. Et puis du coup, je voulais juste là, on est à un rythme 2026 où donc à peu près on en sort une 7, je crois. 7. Du coup, ça c'est un rythme qu'on va continuer. On va essayer de le tenir. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est toujours avoir trois romans d'une même licence pour pouvoir après en faire une compile de 300 pages, qui peut donner aussi un autre objet en librairie. Donc on sait qu'on va poursuivre les camomilles, les insectes, les profs, tout ça. Est-ce qu'il y aura de nouvelles licences? On l'espère. C'est-à-dire qu'on regarde maintenant peut-être le monde de Charline qui marche bien et qui se prêterait bien à un développement autre.
Voilà, on a les gags un peu toujours plein de peps. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'autre? On a des BD qu'on a sortis l'année dernière, comme Mon Papy Titanic, qui se prêterait Oui, c'est vrai. à merveille. Très doux, Ouais. relation entre un papy Donc, et sa petite fille, voilà, c'est mignon. Voilà, on travaille là-dessus. Il faut que les auteurs aient envie aussi de participer, parce qu'on peut pas, on leur imposera pas de travailler sur un objet ou sur un livre dont ils veulent pas, sur lequel ils veulent pas s'investir. Donc on cherche, mais le but, c'est quand même d'avoir encore pendant des années des nouveautés et puis de les exploiter, parce que le but, c'est de les faire vivre. Petit mot de la fin. Petit mot de la C'est fin. pas comme si tu savais pas parler pendant une demi-heure et que tu ne dois plus avoir de salive, mais du coup... Non, on espère que les jeunes lecteurs apprécieront cet exercice littéraire qui va les changer un petit peu de la BD, mais où ils vont pas être complètement perdus parce qu'ils vont retrouver leur marque avec les univers qu'ils connaissent. On espère que ça leur donnera envie de lire beaucoup plus d'autres livres, d'autres BD, et d'aller vers des choses peut-être plus complexes au niveau littéraire, parce qu'on est quand même sur de la littérature jeunesse, pas première lecture, mais lecture fluide, mais début de lecture tout seul, quoi. Donc, Apprentissage. oui, de l'apprentissage, et puis même, voilà, on sait que jusqu'à 8-9 ans, c'est le genre de format qu'ils aiment, et puis après, ils vont aller sur des romans Un peu plus grands, quoi. Donc, si c'était le rôle qu'avait la Bibliothèque Rose quand on était gamin, ça nous donnait envie de découvrir plein d'autres trucs, et si on arrive à faire ça, c'est tout gagné. Merci beaucoup, François. Merci. En tout cas, moi, ça me donne envie d'en acheter et d'en lire. J'espère que vous aussi, vous avez envie d'en lire. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous allez sur le site bambou.fr et vous aurez toutes les infos. Merci à vous. Merci, François. Merci à François Vaudarzac et Sophie Cayola pour la présentation de cette collection, ainsi qu'aux spectateurs pour leur écoute. Les webinaires professionnels continuent en ligne jusqu'à 18h, en replay également. Nous vous donnons également rendez-vous sur le salon à partir du mercredi 26 novembre. Tout le programme est à retrouver sur slpj.fr. Merci à vous.